Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission de 15 minutes ce matin avec Franck Meyer. Comment vas-tu, Franck? Bien, je vais bien, je te remercie, David, et puis j'espère que toi aussi et que ceux qui nous écoutent vont bien également. Ouais, et on est en mois de juin, les températures commencent à monter et c'est bientôt les vacances. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, les vacances, c'était bien à plus d'un titre et notamment pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui parce que, comme l'école allait s'arrêter et ben, certaines difficultés scolaires allaient aussi prendre fin. La violence qu'on pouvait croiser dans la cour de récré pouvait enfin prendre fin pour 2 mois et puis aujourd'hui, je pense à ceux qui vivent ça aujourd'hui et qui en fait, pour eux, même les vacances, le harcèlement peut continuer parce que, le harcèlement maintenant se trouve dans l'intimité et se trouve dans la poche de chaque adolescent, Ah oui, je suis bien d'accord. Tu penses au smartphone, là. par exemple. Oui, oui. Alors peut-être il faut définir tout d'abord, David, ce que on considère comme une situation de harcèlement. Mmh, Pour l'éducation nationale, on rappelle aux professionnels qu'il y a trois repères à avoir pour caractériser une situation de harcèlement. La première, c'est la violence. La deuxième, c'est la répétitivité. Et la troisième euh, vigilance que l'on doit avoir, c'est sur l'isolement du jeune, de l'enfant, de la personne en tout cas. Donc, reprenons ces trois points. Violence, c'est quand il y a un rapport de domination entre le harcelé et le harceleur. Ce rapport de domination, il peut s'exprimer par des coups, mais aussi ça peut être des gestes menaçants. Et dans ce cas-là, le coup n'a pas eu lieu, mais ça peut être des gestes menaçants. C'est souvent des paroles blessantes, des paroles dévalorisantes. C'est souvent aussi des propos menaçants. Tout cela fait partie de la violence. Deuxièmement, la répétitivité. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut que ces situations soient répétées. Et parfois même, elles le sont de manière plus intense au fil du temps. Ce qui fait que c'est catastrophique pour la victime. Et c'est aussi catastrophique pour le harceleur parce qu'il va s'enfermer dans la haine. mmh, Donc, on va avoir une situation à terme où on a deux individus, deux jeunes, qui sont totalement prisonniers, l'un du harceleur et l'autre du harcèlement qu'il produit. Et puis, troisième situation sur laquelle nous devons être vigilants, évidemment, c'est l'isolement. mmh, L'isolement de la victime. Un enfant, un jeune qui est harcelé ne va pas forcément en parler, il va même chercher à le cacher. Alors, certains donnent des signaux d'alerte, mais pas toujours. Et c'est là où le rôle de l'entourage, et en particulier des adultes, que ce soit des éducateurs, des professeurs, que ce soit des assistants d'éducation, l'infirmière scolaire, la direction d'un établissement, et puis au premier chef des parents, bien sûr, euh, c'est les grands-parents, la famille, euh, la vigilance des adultes est absolument importante. Il y a des signaux, hein, bien sûr. Il y a des signaux qui peuvent être physiques, c'est-à-dire l'enfant revient, il a un bleu ou il a des bleus, il faut lui poser la question, savoir comment ça s'est passé, il faut avoir cette relation de confiance avec son enfant pour lui demander de raconter pourquoi il a des bleus, hein. Ça peut parfois être une mèche de cheveux qui a été arrachée, pour quelle raison, il faut en parler. mmh, Donc ça, c'est des signaux physiques. Et puis, il y a des signaux qui sont sentimentaux, c'est-à-dire des crises de larmes, des crises d'angoisse, euh, des, des signaux comme de la vie courante avec des changements d'attitude, les résultats scolaires qui peuvent être en baisse, la personnalité de l'enfant qui se trouve d'un seul coup changeante, un enfant qui était plutôt souriant, qui devient taciturne, qui ne sait plus très bien ce qu'il vaut, croit plus tellement en lui. Tous ces mmh, signaux-là sont très très importants. On parle souvent dans le milieu professionnel qu'on se doit d'observer un faisceau de signaux. mmh.
Donc, ça veut dire plusieurs signaux parmi ceux que j'ai nommés là. Et ça, c'est très important et je veux encourager la vigilance des parents. Mmh. Alors, si un enfant pleure, ça ne veut pas dire qu'il est tout de suite, il ne faut pas imaginer tout de suite qu'il est victime de harcèlement. C'est pour ça que la notion de répétitivité est très, très importante. Euh, mais un enfant qui ne va pas bien, il faut pouvoir l'encourager à verbaliser et à expliquer. Alors, petit conseil, un enfant ne va pas tout dire, bien entendu. Et un des moyens de l'écouter de manière active, c'est de l'encourager à parler de la manière suivante. Par exemple, s'il fait une déclaration du type Ah, mais je me suis fait ça dans la cour de récréation, je suis tombé. Il suffit de reprendre la fin de la phrase de l'enfant, mais sous forme d'une question, de lui dire Tu es tombé. Et donc, ça va l'encourager à poursuivre. Mmh. Oui, je suis tombé parce qu'on on m'a bousculé, on jouait. D'accord, tu jouais. Et hop, il va poursuivre à nouveau son explication. Il Mmh. faut avoir cette écoute active qui n'est pas intrusive, parce que un enfant qui est harcelé va avoir peur de parler. Il y a deux sentiments très forts chez l'enfant harcelé, c'est la peur et la honte. Il peut avoir peur d'en parler même à des personnes de confiance parce qu'il peut se dire qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles ne vont pas aggraver ma situation? Mmh. Donc il aura tendance à ne pas en dire trop. Et puis peur évidemment des harceleurs, peur aussi d'être isolé, d'être mal aimé. On sait très bien que la construction de l'estime de soi, c'est quelque chose de fondamental dans l'enfance, dans l'adolescence et même toujours à l'âge adulte, hein, bien entendu. Donc, moi, j'encourage vraiment cette écoute bienveillante si on observe, par exemple, un enfant qui, l'établissement scolaire nous dit, bah, écoutez, cette semaine, il est allé 3 fois à l'infirmerie. Eh bien, quand on a l'information, il faut Mmh. pouvoir en parler avec son enfant. Alors, ménager ces temps de dialogue et d'échange, c'est fondamental. Pour les familles chrétiennes, je trouve qu'on a un temps favorable, c'est celui où on peut méditer un texte de la Bible en famille, et puis où on peut se retrouver auprès du lit de son enfant, avoir un temps de prière avec lui. Et ça, c'est toujours des temps où on peut revenir un peu sur la journée et puis échanger Ouais. ensemble. Il y a une dimension, tu l'as abordé un petit peu en disant, l'enfant peut avoir peur de parler parce que des fois quand les adultes s'en mêlent, ça peut aggraver la situation. Là, tu as surtout parlé de ce qu'on peut faire nous en tant que parents et c'est très important, mais il y a aussi la difficulté de dialogue et de discussion avec toute l'équipe éducative qui entoure l'enfant. C'est pas toujours simple de savoir s'exprimer, d'être entendu et que quelque chose se passe derrière qui va améliorer la situation et pas l'aggraver. Absolument. Et là, je veux encourager le dialogue famille-école de la manière suivante. Comme à l'école, on se doit de noter ces faisceaux d'indicateurs, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, en quoi ça consistait, ces signaux qui parfois au départ sont ce qu'on appelle des signaux faibles, mais il faut tout de même les repérer, eh bien les parents doivent faire de même. Et Mmh. quand on prend rendez-vous après avec le directeur de l'école ou avec le principal ou la principale adjointe du collège ou la conseillère pédagogique ou le conseiller pédagogique, on vient avec déjà une note écrite en disant voilà, j'ai observé cela et on date toujours la Mmh. date et l'heure de ces observations. On est sur du factuel. Voilà, Mmh. mon enfant avait mal au ventre lundi en reprenant l'école. J'ai voulu l'emmener à 8 heures au collège et puis il m'a dit j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Voilà. Et ça, on date toujours parce Mmh. qu'il faut absolument venir avec ces indicateurs-là en main. Très précis, il faut être très factuel pour pouvoir ensuite pouvoir analyser de manière la plus objective possible et pouvoir aider ensuite. Mmh. Alors, on évoquait tout à l'heure le smartphone, David. C'est vrai que les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a des aspects qui peuvent être totalement dévastateurs. Il faut savoir qu'en France, en dessous de 13 ans, un enfant n'a pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. C'est interdit. Et entre 13 et 15 ans, il faut à la fois sa volonté propre, mais aussi l'autorisation de ses parents.
la majorité numérique en France, c'est 15 ans. Avant, on n'a pas le droit, tout seul, de s'inscrire dans un réseau social. Mmh. Et c'est déjà important de le rappeler. Ensuite, pour ce qui est des réseaux sociaux, la difficulté, c'est qu'il y a parfois un affichage tel de bonheur vrai ou simulé qu'on trouve alors que notre vie, elle est mièvre, Mmh. n'a pas de valeur. Euh, ce qu'on est, finalement, c'est vraiment misérable par rapport à telle ou telle personne qui apparaît en photo au cas de je ne sais combien de likes sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est extrêmement dangereux chez les jeunes. Pas que, mais chez les jeunes en particulier, j'évoquais tout à l'heure la construction de l'estime de soi. Mmh. Et du coup, ils ont une sous-estime parce que ils ne sont pas comme un tel ou ils voudraient ressembler à. Et où ils voudraient être dans le groupe ou dans le réseau social de un tel ou de un tel. Et ils vont se mettre à suivre quelqu'un. Suivre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mmh. Et suivre, se mettre à la suite parce qu'on voudrait lui ressembler, ou on veut être informé de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de ce qu'il dit. Bon. Et, et après, sur les réseaux sociaux, on peut effectivement se trouver on a une image de soi qui peut se trouver dévalorisée et qui, à un moment donné, peut nous mettre en situation de fragilité. Mmh. Avec des remarques qui peut-être n'auraient pas été blessantes pour nous au départ, vont le devenir. Et puis très vite, on peut se trouver dans un cercle infernal dans lequel on va perdre pied, où chaque mot produira une blessure. Mmh. Au point, on l'a vu parfois dans l'actualité, au point qu'un jeune peut désespérer de vivre. Moi, je Mmh. suis effaré de voir aujourd'hui des propos d'élèves qui ont 10 ans, hein, qui pensent à la mort parce que sur les réseaux sociaux, on a 10 à 2, alors que normalement, ils ne devraient pas avoir accès. Mmh. Quand les parents s'y mettent, alors là, c'est catastrophique. Ouais. Catastrophique. Donc, le conseil que je peux donner, hein, vraiment, c'est qu'il faut couper court quand c'est comme ça. Ouais. D'abord, c'est comme quand on se porte au secours. Vous savez, dans le secourisme, il y a des consignes à respecter. La première des consignes, c'est mettre en sécurité le blessé, c'est-à-dire éloigner de lui la cause de la blessure. Et là, c'est pareil. Avec un Mmh. jeune, il faut tout de suite éloigner la cause de la blessure et de la souffrance. Euh, voilà en particulier le conseil que je donne de manière immédiate. Mmh. Tu as parlé tout à l'heure de temps de méditation en famille. Est-ce qu'il y a un texte qui pourrait venir, rejoindre un enfant, un adolescent qui, vivrait ce genre de situation d'harcèlement? Oui. D'abord, j'en vois deux. Euh, le troisième chapitre de l'épître de Jacques mériterait d'être médité en famille. Quand Jacques dit que la langue est un petit membre, Mmh. mais que ça peut être une arme mortelle, c'est à méditer. Mmh. Et puis, je pense à un autre texte, c'est que celui du psaume 143, que j'aimerais d'ailleurs lire, parce que c'est le psaume d'une personne harcelée. Et c'est le roi David, hein, qui avait beaucoup d'ennemis et qui en voulait terriblement à sa vie. Et il écrit ceci, psaume 143, les versets 9 à 12, délivre-moi de mes ennemis, ô Dieu. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la voie droite, à cause de ton nom. Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur, ta servante. Et ce texte-là montre bien la souffrance d'une Mmh. personne harcelée et en même temps quelle est sa prière. Elle souhaite avant tout être délivrée de ses détresses. Et à ce propos, avec la Compagnie des Actes, le CPDH et avec deux autres associations aussi, les Grains de Blé, avec Inspire TV, Mmh. nous avons produit une petite série, hein, qui s'intitule Identité en question. Et j'invite chacun à aller voir le site internet qui est consacré, c'est identitéenquestion.fr, tout est attaché, et le CPDH met à disposition un dossier pédagogique pour accompagner ces petites vidéos qui font une vingtaine de minutes et qui,
pour les premières d'entre elles, traitent du harcèlement et du sujet du harcèlement. Donc, si vous voulez le dossier pédagogique, il faut écrire au CPDH, c'est contact@cpdh.org. Merci beaucoup, Franck, pour tout ça. Je remettrai ces informations dans la description, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer. Euh, Merci pour ce sujet qui est important, pas toujours facile, parfois dévastateur. Et oui, équipons-nous pour pouvoir répondre quand la situation se présente et, euh, et pour être source de vie pour nos jeunes, nos ados, nos enfants. Merci beaucoup, Franck. Sois béni. Et au revoir, Au revoir, à bientôt. à bientôt.